Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie. C'est le retour aujourd'hui de votre émission Dimanche en politique. Et notre premier invité de la saison, c'est le président de la Normandie, Hervé Morin. Bonjour. Bonjour, Avant Monsieur Beignet. D'évoquer avec vous l'actualité en Normandie et vos priorités pour cette rentrée, il y en a quelques-unes. On a vu quelques extraits dans la presse cette semaine. On a appris le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. La dernière fois qu'elle était venue en Normandie, c'était le 6 juin 2014, à l'occasion, on le voit, des commémorations du 70e anniversaire du débarquement. On connaît les liens historiques entre la Normandie et l'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. La reine avait d'ailleurs le titre de duc de Normandie. Ça ne se féminise pas, on ne va pas expliquer pourquoi, c'est assez compliqué. Comment vous avez réagi quand vous avez appris son décès cette semaine ? Je pense que tous les Français avaient une grande considération, même si nous sommes des républicains, de la reine d'Angleterre, parce que c'était une femme de devoir, une femme qui incarnait son pays, très vigilante sur l'unité, sur la dignité de la fonction. Au-delà du fait que pour nous, Normands, c'est une autre histoire, puisqu'elle est descendante de Guillaume le Conquérant. Et que bien sûr, il y a juste une mer qui nous sépare. On sait parfois d'ailleurs les conséquences que ça peut engendrer, les difficultés, notamment quand les Anglais sont sortis de l'Union européenne. Mais on leur a donné une partie de leur langue. J'avais cette discussion avec un linguiste qui me racontait qu'il y avait au moins 1000 mots de la langue anglaise qui étaient issus du normand. Et puis, on a presque le même drapeau. Est-ce que vous l'aviez rencontré au cours de votre parcours politique ? Il y a eu des... Non, je ne l'ai jamais rencontré quand j'étais au gouvernement et qu'il y a eu cette visite d'État de Nicolas Sarkozy. Je ne faisais pas partie de la délégation. On a beaucoup travaillé sur des sujets en matière de défense, notamment avec un accord qui est un accord très important en 2011. Mais moi, je l'ai rencontré, pour tout vous dire, ça ne devrait pas se dire, sur un champ de course. Voilà. Vous avez une passion commune, les chevaux d'ailleurs. Je l'ai pur sang, et elle était venue en Normandie à plusieurs reprises pour aller dans des haras. Et je me souviens qu'un des éleveurs, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps, à l'Équède, m'avait raconté à quel point elle connaissait bien le cheval. Et en plus, sa simplicité, parce que quand vous accueillez la reine d'Angleterre, vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. Et il en avait gardé le souvenir d'une femme qui était à la fois dans sa fonction, mais avec simplicité. Alors, vous avez fait votre rentrée, je le disais tout à l'heure, la semaine dernière à Épreville, en Lieuvin, à l'occasion de la traditionnelle fête de la pomme, à laquelle vous avez convié plus de 400 invités. J'ai convié personne, c'est ouvert à tout le monde. Viens qui veut, il y avait 500 à 600 personnes. Dans un village de 200 habitants, ce qui est assez remarquable. J'ai noté cette petite phrase au cours de votre discours. Vous dites « Moi, j'ai le sentiment d'être meilleur qu'il y a 10 ans parce que j'ai de l'expérience. » Et ça permet d'éviter les erreurs. C'est bon pour la Normandie, justement, de vieillir ? Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire. Je pense que alors, il y a ceux qui ont un talent gigantesque et qui peuvent franchir les étapes. Mais moi, mon parcours, c'est le parcours d'un homme issu d'un milieu socioculturel très modeste. Chaque étape de ma vie, ça a été un combat, quoi. Je veux dire, réussir une grande école quand vous avez des parents qui ont un certificat d'études et une mère qui n'est pas allée à l'école, c'est pas forcément très facile. D'où le fait que j'attache beaucoup d'importance à cet immense sujet qui est l'égalité des chances. Je ne comprends pas que notre pays accepte cette inégalité de destin qui se renforce à l'école. Et donc, en clair, je pense que si on a pris les choses en main, par exemple, à la tête de la région, en 2016, je pense, avec assez d'efficacité, c'est parce que j'avais eu des expériences politiques avant. Je pense qu'on est meilleur parce qu'on apprend, parce qu'on prend des coups, parce qu'on retient un certain nombre de leçons, l'humilité. Et quand je vois tous ces jeunes blancs-becs qui se la jouent, parce que pour la première fois, ils sont au gouvernement à l'âge de 30 ou 35 ans, je leur dis apprenez la modestie, parce que la politique, ça vous l'apprend. Alors, vous resterez encore 5 ans. Je suis désolé pour vous, monsieur Beignet. Non, mais vous l'avez dit, de toute façon, il n'y a aucun souci. Là-dessus, à la tête de la Normandie, après, pas de plan. Non, j'ai dit que c'était mon dernier mandat, je n'ai pas changé d'avis. Alors, c'est une information qui vous a sans doute pas échappé, vous qui êtes à la tête de la région. Nous sommes
3 millions, on va être précis. 300 000. 307. 307. 307 000 habitants, Oui, enfin, 300 même, normands. C'est 6 100 de moins par rapport à l'an dernier. Et en l'espace de 5 ans, on le voit, la région a perdu 30 000 habitants. C'est pas énorme, ça représente 0,01% de la population. Mais c'est symbolique. Votre commentaire là-dessus, justement, sur cette information? Bon, j'aimerais mieux avoir une démographie positive, clairement. Bon, c'est la preuve à quel point on a encore besoin de travailler l'attractivité, qu'on forme un collectif, une communauté de destin et qu'on porte la Normandie. Je disais à des élus un jour qui se plaignaient de voir leur département perdre des habitants. Je disais, mais d'abord, si vous n'arrêtez pas de dire... Si vous constamment vous dites que votre département ou votre commune va mal, faut pas croire qu'après les gens vont venir chez vous. Si ça n'empêche pas d'être lucide sur les difficultés qu'on peut avoir, ça c'est un autre sujet. On peut, mais la première des choses, c'est à nous d'être des ambassadeurs de notre région. On est, vous savez, parce que ça c'est les chiffres de l'INSEE, oui. Mais chaque année on fait nous une grande enquête d'opinion à la fin du mois de juillet. Et Frédéric Dabil, patron de l'IFOP, me disait, il y a un truc assez incroyable, parce qu'ils font les mêmes enquêtes d'opinion dans d'autres régions. Il me dit, il y a près de 90% des Normands qui espèrent que leurs enfants vivront en Normandie. Il me dit, il n'y a pas une autre région où il y a un tel taux. Donc ça prouve que nous-mêmes, on est heureux de vivre en Normandie. Mais c'est vrai qu'on a un problème d'attractivité. Et d'ailleurs, les entreprises vous le disent. Alors justement, ils ont beaucoup de mal à recruter des cadres, des techniciens, des ingénieurs, quand ils ne sont pas même si l'emploi salarié a progressé de 20 000 mais postes l'économie régionale, l'économie régionale va bien. Ça, c'est pas le sujet. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a encore besoin de faire un effort d'attractivité. De l'autre, écoutez, il y a moins de naissances aussi, donc on le paie. Et enfin, il y a un élément qui n'apparaît pas statistiquement, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont acheté des maisons en Normandie, notamment au lendemain du Covid, puisque vous avez vu l'immobilier augmenter de plus de 30% dans le Calvados. Dans l'Eure et dans la Manche, ce sont les trois départements effectivement qui perdent le plus d'habitants. Alors, stabilité relative en Seine-Maritime et dans le Calvados. Qui vivent presque autant en Normandie, sinon parfois plus qu'à Paris, peut-être que ces gens-là ne sont pas comptabilisés non plus. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour le pays, j'allais dire pour la France, il y a un sujet qui est une politique familiale permettant d'améliorer la démographie. Alors, on va parler justement d'économie avec une rentrée qui a été marquée par votre coup de gueule, coup de colère à l'égard des dirigeants de la société Compin installée à Évreux. C'est un dossier que vous suivez depuis longtemps. Cette entreprise... je n'ai pas suivi, c'est que j'ai obligé Bombardier à acheter des sièges Compin, alors que Bombardier, lorsqu'on a commandé nos 40 rames, ne voulait pas de Compin en disant ils sont moins bons que les autres. Donc pour le coup, effectivement, quand vous avez commandé en 2016 ces rames Omneo, ces 40 nouvelles rames Omneo, vous avez dit à Compin, voilà... J'ai dit à Bombardier, vous achetez Compin. Voilà. Parce que c'est... Vous avez dit à Compin, travailler avec Bombardier. J'ai demandé à Bombardier, partout où on le pouvait, de faire travailler les entreprises normandes. Alors, comme je le fais dans ma région. Monsieur Beignet, 98, c'est bon que les Normands le sachent, tout en respectant les règles d'appel d'offres, 98,5% de nos commandes, entendez-vous bien, sont à des entreprises normandes. Ce qui se passe sur Compin, revenons justement à cette entreprise d'Évreux qui, alors à l'époque vous aviez passé le contrat employé encore 250 personnes sur Évreux. Peut-être moins. Autour de 250. Aujourd'hui on est à 113, on prévoit d'en supprimer 55. Oui, grosso modo, ils veulent en faire un siège et le centre de recherche. Voilà. Et puis délocaliser une partie de la production en Pologne. C'est déjà fait. Mais continuez. Eux, ce qu'ils disent, c'est que on ne peut pas faire autrement, c'est leur propos, c'est leur réponse, parce qu'il n'y a plus de nouveaux marchés en France. Mais c'est faux. Tout ça, j'ai fait le point précisément. Ils ont eu énormément de marchés. Et je vais vous dire, ce qui est quand même assez ahurissant, c'est que leurs concurrents français, dont le nom m'échappe, c'est TKT, quelque chose de genre, qui est dans la région stéphanoise, qui appartient à un fonds de pension chinois, ils fabriquent 100% de leurs sièges en France. Et eux, ils ont acheté une boîte en Espagne et ils sont allés délocaliser une partie de leur activité en Espagne. Et l'autre partie, ils l'ont délocalisé quand le marché Compin, le marché Bombardier était en cours, ils l'ont envoyé en Pologne. Et pour tout vous dire, on a eu une réunion au Havre où j'étais plutôt très énervé. Parce que la délocalisation d'une partie de l'activité en Pologne amenait du retard sur la livraison
des sièges pour Bombardier. Et donc je me disais, c'est quand même le comble. J'ai insisté pour avoir Compin, et Bombardier est en train de prendre du retard dans la livraison du train parce qu'on n'est pas capable de fournir les sièges parce qu'il les fabrique en partie en Pologne. Vous êtes furieux à l'égard de Compin. Est-ce qu'on peut les empêcher? Il y a des négociations c'est pas moi qui les à faire ce plan de pour que vous compreniez, c'est la SNCF qui commande les trains à notre machin. J'ai dîné hier soir avec Jean-Pierre Farandou. Jean-Pierre Farandou m'a promis qu'il allait exiger dans les futurs marchés que Compin, très clairement, s'engage sur une production qui soit française. On va voir ce que va faire le patron de SNCF. Il s'est engagé que je dois avoir une réunion avec son directeur, un rendez-vous avec son directeur des achats lundi. Parce que les trains sont faits en France, il n'y a pas de raison que les sièges ne soient pas faits en France. Alors, on va parler des énergies. Surtout quand on voit que le concurrent, c'est ça qui est très important. C'est que quand ils nous disent on ne peut pas les faire, ça coûte trop cher. C'est pas vrai. La preuve, les Chinois les font. Alors, on va parler, si vous voulez bien, on a parlé économie avec ce dossier Compin, effectivement, qui est au cœur de l'actualité de cette rentrée. Autre sujet qui préoccupe les Français et les Normands, c'est la flambée des prix de l'énergie. Et une des images de la semaine, c'est celle de ces piscines, comme ici à Granville, on va le voir, qui sont fermées. Qui ont dû fermer, effectivement, il y en a une trentaine en France, parce que la facture d'énergie était trop élevée. La région ne gère pas les piscines, dont acte, on le sait, mais cette flambée des prix de l'électricité et du gaz a des conséquences sur le budget de la région. Pas sur les piscines, mais dans les lycées, apparemment. Ça va coûter très cher. Plus de 50 millions d'euros, c'est ça ? Pour l'instant, si les prix de l'énergie restent tels qu'ils sont, puisqu'une grande partie de nos lycées sont chauffés au gaz, on est sur une facture de 80 millions d'euros au lieu de 30 millions d'euros, plus 50. C'est-à-dire que pour nous, c'est infaisable. Il faut que les Normands n'oublient pas que les collectivités locales sont, contrairement à l'État, obligées d'être à l'équilibre budgétaire et que notre investissement est directement lié à notre capacité à faire des économies sur le fonctionnement. Donc, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Quand on se prend 50 millions d'euros de fonctionnement, ça veut dire qu'on n'est plus capable d'investir derrière. Bon. Donc, clairement, je pense que toutes les collectivités vont être obligées de dire à l'État aidez-nous pour compenser tout ça. J'ai discuté avec le maire de Rouen avant-hier lorsqu'on visitait un hôpital, une structure du CHU qui me disait que ça représentait sur l'agglomération au moins une vingtaine de millions d'euros. Donc, et les départements, c'est le même sujet sur les collèges. Bon. Le gouvernement qui a annoncé en fait qu'il allait prolonger bouclier tarifaire en 2023 pour permettre justement aux Français de moins payer. J'en profite pour rappeler aux Français qu'il y a quand même deux présidents de la République qui ont une responsabilité gigantesque dans cette histoire, qui s'appelle François Hollande et Emmanuel Macron, en ayant mis en grande difficulté la filière électronucléaire avec ce scandale d'État qui a été la fermeture de Fessenheim en 2018 par Emmanuel Macron, alors que EDF avait investi 320 millions d'euros pour la remettre, pour la prolonger de 10 ans. Et qu'EDF avait eu l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour faire les travaux. Alors c'était 5% d'électricité. Justement, vous dites... Attendez, laissez-moi 2 minutes là-dessus. Oui. On avait en France un avantage par rapport au monde entier, et notamment les Allemands. C'était notre prix de l'électricité. On avait une rente exceptionnelle, qui était un atout, au moins on en avait un. Et d'une électricité pas chère pour nos compatriotes. Eh bien, on a trouvé le moyen, par idéologie, par posture politicienne, pour faire plaisir à M. Hulot en 2018, on a trouvé le moyen à la fois d'affaiblir notre industrie et deuxièmement, de faire en sorte de se retrouver dans la tourmente, alors que si nous avions continué notre programme électronucléaire, eh bien aujourd'hui les Français, c'est bon de le rappeler parce que c'est au moins des responsabilités politiques. Demain, qu'est-ce qu'on fait justement Donc il faut reconstruire des centrales nucléaires, ça c'est clair. Bon, il y en aura à Penly. À Penly, deux réacteurs. Je vous rappelle que nous avons été, Monsieur Beignet, un EPR avec en construction à Flamanville, des communistes avec Sébastien Jumel jusqu'à la droite. Nous avons en 2019 signer un appel au gouvernement pour relancer le programme électronucléaire et en demandant que cette centrale soit construite en Normandie. Alors apparemment, vous avez été entendu, puisqu'il y aura deux réacteurs à Penly dans les années qui viennent. C'est 10 000 emplois et c'est près de 20 milliards dans l'économie. Alors il n'y a pas que les réacteurs nucléaires en fait que vous voulez soutenir. Il y a également les. Alors on a dans la région, on est les champions de l'énergie en Normandie. On a à la fois du nucléaire. On en aura de plus en plus.
on a le nucléaire avec 3 centrales, 8 réacteurs, on a 5 parcs éoliens offshore. Et il y en aura d'autres ? Et il y en aura d'autres peut-être, il y en a 50 qui sont prévus à l'horizon 2050, donc la Normandie effectivement sera certainement concernée. Et puis alors là, vous voulez relancer la filière hydrolienne. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a abandonné dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie la filière hydrolienne. L'hydrolien, ce sont des turbines qu'on met au fond de la mer et qui, grâce au courant, produisent l'électricité. On peut avoir entre l'équivalent d'1 à 2 centrales nucléaires de production d'électricité au ras-Blanchard. Bon. Nous avons la chance d'avoir l'industrie capable de construire ces immenses machines, notamment CMN, à Cherbourg. Nous avons toute l'industrie navale. Nous sommes encore une grande région industrielle. Je vous rappelle que nous sommes la première région industrielle de France. Ça, c'est pas forcément. Bon, 23% de notre PIB. Bien. Nous, région, on a tenu le cap et on a passé un accord, on a récupéré les concessions. Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer, des fonds de la mer, auprès d'Engie. Et donc, nous sommes propriétaires de la concession. Et donc, ce que nous voulons, notamment avec CMN, c'est faire en sorte que cette filière soit relancée. Mais comme les prix de l'énergie sont très élevés, pour tout vous dire, je suis allé à Matignon cette semaine, rencontrer le conseiller d'Elisabeth Borne, qui s'occupe de l'environnement, et j'ai dit, voilà, il y a un an, vous nous expliquiez que c'était trop cher. Maintenant, déjà, c'est moins cher, parce que les technologies ont avancé. Donc, il faut mettre combien d'hydroliennes dans le ras-Blanchard D'abord, il faut faire... Les premiers essais que CMN a effectués sont excellents. Nous, l'autre société avec laquelle on bossait, qui est écossaise, sait faire des hydroliennes. Après, il va falloir qu'on développe et qu'on expérimente plus. L'idée, c'est d'arriver à mettre dans la mer assez rapidement les premières turbines. Et puis après, il passera quelques années, parce que ces chantiers-là, c'est des chantiers gigantesques. Mais il y a là un potentiel de bâtir une filière industrielle et de l'énergie renouvelable assez exceptionnel. Alors, on s'était dit, tiens, pour une fois, on ne va pas parler de train. Vous avez raison. Franchement. Mais bon, l'actualité nous a un peu rattrapés, puisque il y a eu plusieurs incidents cette semaine. Des usagers du Paris-Rouen ont été bloqués durant 5 heures à cause d'un arbre tombé sur les rails. C'est pas la faute de la SNCF, ça, parce que... La semaine d'avant, il y a un poids lourd qui a défoncé une pile d'un pont de la SNCF. Il y a toujours un truc. Se sont succédés, effectivement, depuis quelques jours. Ça s'ajoute au fait que les travaux à hauteur de Mantes-la-Jolie se poursuivent durant les week-ends de septembre, ces travaux éoles. Ça veut dire que des trains sont supprimés, que les trajets sont rallongés et que les usagers, depuis le début de l'été, râlent. C'est régulier, mais effectivement, la coupe est pleine, vous avez pris des décisions. On en parle dans un instant, mais voyez ce sujet de Maxime Fourier et Calypso Vanier. Depuis le début de l'été, les usagers de la ligne Paris-Rouen-Le Havre sont en colère. On a eu beaucoup de trains qui ont été supprimés. C'est très très compliqué déjà en temps normal, mais depuis l'été, là, c'est catastrophique, j'ai envie de dire. De Rouen-Saint-Lazare, ça mettait 2h15, ce qui fait que du coup, je ne suis pas allée au bureau en présentiel. Vous avez télétravaillé ? J'ai télétravaillé, absolument. Souvent, je prends un train avant que ce que j'aurais pu prendre, parce que j'ai toujours peur, effectivement, qu'il y ait un problème, qu'il soit annulé, retardé. Première complication, le temps de trajet rallongé de 30 minutes. Les travaux en cours entre Mantes-la-Jolie et Paris forcent les trains à emprunter un itinéraire bis via Conflans-Sainte-Honorine. Et les passagers ont joué de malchance, avec de nombreux retards et annulations au mois de juillet. 20 incidents selon la SNCF, plus d'une trentaine selon les associations de défense des usagers. Nous avons des soucis régulièrement, tous les jours. Depuis le 21 juillet, la SNCF assure que 94,5% de ces trains arrivent à l'heure dans la région. Voilà, la ponctualité des trains, ça s'arrange. D'ailleurs, vous l'aviez souligné en début d'année, plus de 90% des trains arrivent à l'heure. Mais il y a ces travaux récurrents qui sont importants pour éviter le bouchon parisien à la hauteur de Mantes-la-Jolie. C'est important pour nous, c'est pour l'avenir. Mais pour l'instant, les usagers disent... ça fait beaucoup quand même, tous ces incidents. Mais si vous me trouvez la solution, M. Beignet, je vous... Non, mais je veux dire... Si vous voulez, prenons une comparaison. Quand vous prenez l'autoroute et que on vous met des cônes et que vous n'avez plus qu'une voie, bon, vous l'acceptez.
Mais il faut qu'aussi on accepte l'idée que quand la France décide d'investir dans son réseau ferroviaire, on a des périodes compliquées. Moi aussi, je me désole de tout ça. On a investi énormément d'argent. Bon, voilà. Alors, on fait beaucoup de travaux, donc ça retarde les trains. Plus Éole, qui est en quelque sorte le doublement de la ligne et donc la capacité pour nous d'avoir un régime plus fluide à partir de 2026. Bon, et donc la SNCF nous dit, on est désolé, il faut qu'on ferme la ligne durant l'été. Alors, si on la ferme pas durant l'été, on va la fermer quand durant le moment où il y a le plus de Normands qui prennent le train? Non. Oui, il y a un geste qui a été fait par la région cette semaine et par la SNCF. C'est l'engagement. Ouais, mais bon, les gens, c'est pas ça qu'ils demandent. Ce qu'ils veulent, c'est 25% du tarif des abonnements pour juillet-août. Nous sommes d'accord, mais c'est pas ça que demandent les gens. Ce qu'ils veulent, c'est être dans des trains qui sont à l'heure, quoi. Alors, c'est la rentrée, c'est aussi l'heure des bilans de l'été. Hein. Et quand on regarde dans le rétroviseur, justement, de ce qui s'est passé depuis le mois de juin, même un petit peu avant, eh bien, il reste des images. Vous les avez vues, vous les avez certainement... S'il faut que je les regarde, il faut que je prenne mes lunettes, malheureusement. Non, mais vous les connaissez par cœur, je n'en doute pas. Ces images d'un climat complètement déréglé, avec des incendies, y compris dans notre région, sur certaines collines, des orages qui causent des dégâts importants, des tornades sur la plage de Villers-sur-Mer, avec un kitesurfer qui a trouvé la mort. Est-ce que vous dites qu'il est urgent, et est-ce que c'est à la région de s'emparer de ce genre de dossier, le réchauffement climatique ? On s'en empare. Je vous rappelle qu'on est la première région française à avoir fait un GIEC, c'est-à-dire d'avoir 23 scientifiques normands, et qui disent voilà quelle sera la Normandie en 2050. Bon. Et en 2100. Donc, avec ces conséquences que nous connaissons désormais tous sur le rehaussement du niveau de la mer, etc. etc. Bien. Il y a deux sujets. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique, dont je rappelle qu'une grande partie de ce combat dépend surtout des Américains et des Chinois. Hein. Bon, nous, on a 1% de nos émissions, alors qu'on a 3% à peu près de la richesse mondiale, quoi. Donc, si tout le monde était aussi bon élève que la France, on n'aurait pas une courbe comme celle-ci sur la hausse des températures. Bien. Niveau en Normandie. Donc, on fait plein de choses. On a, par exemple, des chèques éco-énergie qui permettent aux gens de pouvoir bénéficier aux côtés de l'État d'aides pour leur logement, pour qu'ils soient moins énergivores. On subventionne les véhicules électriques. On mène toute une série de politiques diverses et variées. On a, par exemple, un grand programme sur nos lycées pour qu'ils soient moins énergivores, bon, etc., etc. Et vous dites aussi que la Normandie est la seule région qui gère véritablement son trait de côte. C'est pas le cas. Nous sommes la première région française à avoir un programme sur un lieu qui est à Quiberville, en Seine-Maritime, où on tire les conséquences du grignotage progressif du trait de côte, et où donc on va déplacer le camping, on va permettre à la mer de revenir sur un espace qui lui avait été fermé il y a je ne sais pas combien de décennies, et donc on a le premier programme en France. Alors, malheureusement, il y a plein d'endroits où on sera concerné. Mais il y a Gouville-sur-Mer, par exemple, le camping, il se pose la question. Vous connaissez mieux, monsieur Beignet. Non, mais vous aussi. Mais ça va être le sujet. Mais on a au moins le premier exemple concret de ce qu'il va malheureusement devoir être fait dans bien des endroits. Certaines entreprises, comme des campings en l'occurrence. C'est un été exceptionnel pour le Et alors, ça c'est la lutte contre le réchauffement, mais le vrai sujet sur lequel on doit être aussi beaucoup, c'est l'adaptation, parce que le réchauffement climatique, il est désormais inexorable sur les 50 prochaines années. Donc là, il faut aussi qu'on adapte notre modèle. Et c'est pour ça on a fait énormément de réunions pour dire aux gens, il y a des tas de sujets sur lesquels il faut qu'on s'adapte dans la perspective du réchauffement climatique. Alors, quand on regarde effectivement le bilan de l'été, c'est un été exceptionnel pour le tourisme. Ah oui, incroyable. On a même une arrière-saison qui continue. Qui continue. 80% des professionnels sont satisfaits. La filière touristique, je rappelle, en Normandie, c'est 40 000 emplois, plus de 40 000 emplois. En ce moment est organisée une grande consultation. On va parler de tourisme de mémoire. Je voudrais avoir votre avis pour savoir si on doit construire ce site à 40 ans, baptisé Hommage aux héros. L'on prévoit notamment un grand théâtre mobile
d'un millier de personnes qui survoleraient les scènes du débarquement et la bataille de Normandie. Qui ne survolent pas les... Non, mais qui survolent... Attendez, dites pas qu'on va sur les plages du débarquement. Non, mais on a bien compris, on voit les images d'ailleurs. Mais c'est sur la zone d'activité de 40 ans. Exactement. Donc ce grand théâtre, qu'est-ce que vous en pensez, vous moi, j'ai toujours été favorable, très clairement. C'est un projet privé, financé sur fonds privés. C'est le moyen de continuer à porter ce tourisme qui est très important. C'est 5 millions de visiteurs par an. Et c'est 600 000 Et là, c'est un projet qui doit être en capacité de pouvoir à la fois permettre aux jeunes générations de s'approprier cette période d'histoire par de nouveaux moyens, et deuxièmement, d'être une locomotive supplémentaire comme le mémorial. Vous savez, ceux qui s'y opposent sont les mêmes que ceux qui s'opposaient au mémorial il y a 30 ou 40 ans. On arrive à la fin de cette émission, on rappelle simplement qu'on reparlera de tout cela, de la guerre et de notre histoire à l'occasion du forum pour la paix, voilà, qui a lieu les 23 et 24 septembre prochains. À Caen. Exactement, à la Biodame. Merci Hervé Morin d'avoir été notre invité pour ce premier numéro de Dimanche en politique. On aurait pu parler effectivement de la stratégie des Républicains qui préparent. Il y aura d'autres occasions. C'est mieux de parler de notre région. C'était mieux de parler de notre région que de l'élection du président des Républicains les 3 et 4 décembre prochains. Vous avez fait des déclarations qu'on a suivies cette semaine, à l'occasion notamment de la fête de la pomme qui avait lieu à Épreville en Lieuvin dans l'Eure. Merci beaucoup Hervé Morin. Merci Franck Beignet d'avoir été notre premier invité. Bon week-end sur vous aussi Normandie et à très vite.